Donc je reviens à votre rapport. À la page 0065, vous reproduisez les photos de 3 fragments et vous expliquez que ces fragments ont été donnés aux enquêteurs sur place le 11 juillet 2013. Pouvez-vous nous dire qui les a remis aux enquêteurs? No, sir, I'm afraid. Non, je ne le peux pas. Les enquêteurs qui vous les ont remis. Yes, sir, that is correct. Oui. À la page suivante, 0066, au deuxième paragraphe, vous commencez de la manière suivante, et je cite en anglais. Whilst it is not possible, Il n'est pas possible de déterminer l'origine exacte de ces fragments, mais d'un point de vue scientifique, pourquoi ne vous arrêtez pas là dans votre analyse? Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Your Honours, I was asked to report on. on m'a demandé de faire un rapport sur les éléments qui m'ont été présentés. Et au vu des fragments, il est fort probable qu'ils aient été formés de la manière décrite. Mais je tiens à répéter quand même qu'en effet, les conclusions de ce paragraphe ne sont pas certaines. Vous dites que ces fragments sont, et je continue de citer en anglais, typical of the size. Typique en forme et en taille, du pourcentage important de fragmentation que l'on s'attend à trouver lorsqu'un obus de mortier brisant à douille renforcée de type soviétique a explosé. Wait, if you change language, please pause. Lorsque vous changez de langue, il faut toujours faire une pause, n'oubliez pas. They. Sinon, on ne sait plus où on en est. Donc, si on retourne à la page d'avant, 0065, on voit 3 fragments de tailles différentes. Donc j'aimerais savoir ce que vous entendez par taille typique. Your Honours, Donc, j'ai quand même une longue expérience en Afghanistan et dans d'autres régions du monde où, de façon routinière, on trouve des munitions, d'anciennes munitions soviétiques qui sont utilisées de façon très courante dans ces régions. C'est une forme typique, c'est une taille typique. Il y a des fragments qui sont de petite taille, qui vont jusqu'à des tailles plus grosses, mais mon évaluation est vraiment basée sur mon expérience. Ce n'est pas nécessairement basé sur une analyse scientifique. Significatif. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous pouvez être plus précis? Can you give a figure? That's. Vous pouvez donner un chiffre? Demande le président. Le témoin. Vous savez, précédemment, je vous parlais des munitions qui ont un corps, une enveloppe en métal forgé, en métal, en fonte, je veux dire. Et donc là, 50% du corps donc, de cette enveloppe est réduite en poussière et le reste, ce sont des fragments. Or, ça, c'est
la fourchette typique des tailles de fragments que l'on s'attend à trouver. Les plus gros vont peut-être 20 mm. Et ça, c'est ce qu'on appellerait un gros fragment. Et ce serait rare d'en trouver si ça avait été une enveloppe d'obus qui avait été en fer forgé et non en fonte. Donc là, c'est typique. La différence de taille de ces fragments est vraiment typique de ce type d'enveloppe dont j'ai parlé. Vous venez de nous dire, mais je ne vois pas l'équivalent dans les transcrits français, que vous avez trouvé des fragments lors de votre enquête. Vous avez vous-même récupéré des fragments sur place? Que votre rapport ne mentionne que ceux que le bureau du procureur vous a donnés? These were fragments that were handed to Il s'agit des fragments qui m'ont été donnés. Je n'ai peut-être pas été très précis dans mon explication. Aucun des sites que vous avez visités, sur aucun des murs, dans aucune des portes, vous n'avez extrait personnellement un fragment que vous avez pu analyser vous-même. No, sir, I don't recall. Non. Non, je n'ai pas récupéré de fragments moi-même. Pourquoi vous parlez-nous d'obus de type soviétique dans votre rapport? Your Honours, it's the C'est sans doute du fait de ma carrière militaire et de ma formation militaire. On dit toujours soviétique, donc j'ai sans doute utilisé le terme soviétique, mais je me suis trompée. Je voulais dire russe. Mais j'ai tellement l'habitude de parler de soviets. Vous, de mortier soviétique, avez-vous une information sur le terrain qui vous a permis de penser à des mortiers soviétiques ou russes? I understand. Maintenant, je comprends, merci. La forme et la taille des fragments me font penser que l'enveloppe de ce qui a explosé était en fait une enveloppe en fonte. Et historiquement, les munitions russes étaient fabriquées en série, en quantité énorme. Et pour cela, on utilisait de la fonte. La chambrière. Ma question est plus spécifique, c'est est-ce que sur place, on vous a donné une information que des mortiers russes avaient été utilisés ou auraient pu être utilisés? On this side. Non, pas sur ce site, non. Et pendant votre mission? During the mission, Au cours de la mission, lorsque nous étions au camp commando, on nous a montré des pièces de munitions, des boîtes, des caisses de munitions aussi, qui semblaient fort russes. Donc c'est une indication générale semblant indiquer qu'il y avait des munitions russes. Et il est de notoriété publique que des munitions russes sont utilisées dans cette région. Qu'entendez-vous par apparence russe? D'abord, les caisses de munitions. Elles sont des couleurs très distinctives, très distinctes, très spéciales, qui indiquent la région d'origine éventuelle des munitions. Et puis,
la couleur des douilles et des caisses aussi. Certes, ce n'est pas une indication à 100%, mais c'est une indication qui peut vous donner une orientation et qui peut vous pousser à une certaine conclusion. Mention de cette analyse que vous avez faite au camp commando, d'avoir vu des munitions dans votre rapport. Pourquoi? Si c'est une information aussi importante. Objection, Your Honor. Monsieur MacDonald, objection s'il vous plaît. Le président. Oui. Monsieur MacDonald. C'est le professeur Jacobs qui parle d'informations importantes ici. Le président, écoutez, n'écoutez pas, ne parlez pas d'important. Enlevez le mot important de votre question. Comme ça, la question sera neutre. Et posez cette question de façon neutre. Your Honours, honestly, I may have been remiss in. Le témoin, c'est sans doute une négligence de ma part. J'ai essayé d'être précis et exact, dans la mesure du possible pourtant. Ce type d'information est quand même extrêmement générique et n'est pas très précise, donc je n'aime pas y avoir recours pour étayer mes conclusions. Cela dit, c'est quand même un petit élément qui vous donne une orientation. Mais j'ai sans doute été négligent, j'aurais dû l'ajouter au rapport. Merci, monsieur le témoin. Alors hier, à une question du juge-président, vous avez expliqué que les dégâts constatés dépendent de l'angle d'atterrissage de l'obus. S'il arrive droit, s'il arrive en biais. J'aimerais savoir si vous avez effectué une telle analyse sur ce site pour déterminer justement quel était l'angle d'atterrissage et s'il était compatible avec ce que vous avez constaté. With such. J'avais quelqu'un qui avait peu d'informations avec lesquelles travailler, et je ne pouvais pas faire d'analyse pour déterminer cela. Franchement, c'est quand même une information réduite et minimale. Mais étant donné qu'il y a du temps qui est passé depuis l'événement et au vu des éléments de preuve physiques qui restent, je pense qu'il ne serait pas très utile en fait d'essayer de déterminer quel était l'angle d'incidence de cet obus de mortier à l'atterrissage. Que vous discutez à partir de la page 0067. Sur cette page, vous indiquez qu'on vous a montré une photo. Qui vous a montré la photo? OTP personnel. Le personnel du bureau du procureur, monsieur. Est-ce que la photo était datée? I do not recall if the. Je ne me souviens pas si cette photographie avait une date. La photographie ici, c'est la photographie que j'ai prise de cette photographie. 0068, vous reproduisez une photo sous laquelle vous indiquez que c'est le siège probable de l'explosion. Et à la page suivante, vous expliquez, et je cite en anglais, There is an isolated patch of circumferential. De plus, il y a un petit endroit, un petit point isolé de dépôt en circonférence de résidus de fer qui sont dans un cratère, exactement là où il y aurait eu une explosion
Et par exemple, ceci pourrait être l'effet résiduel de l'éclatement du corps de l'obus au cours de après la détonation. Sur ce site, ce lieu que vous identifiez comme le siège de l'explosion, pour identifier s'il y a des matières résiduelles ou autres. Your Honours, no, I did not take a sample. Je n'ai pas pris d'échantillon sur le site. J'ai pris en compte les éléments de preuve que j'avais trouvés sur place et je les ai utilisés dans mes conclusions. Et je suis à nouveau négligent, sans doute, de n'avoir pas fait ce prélèvement. De zone exacte de l'explosion, comment le savez-vous? So as I look at the Lorsque je cherche le lieu où a probablement eu l'explosion, je dois regarder d'abord quelles sont les gerbes, ce que l'on trouve au sol et les trous et les criblages aussi. Ça me permet ainsi de voir quelle est l'orientation des fragments. Donc là, je vois ensuite que je passe. Là, j'ai traversé la porte et j'ai vu sur le mur des traces de l'explosion et sur le mur opposé, rien. J'en déduis par extrapolation quelle est au moins la direction qu'ont pris les fragments après que l'obus ait explosé. Vous reproduisez une photo de fragments qui auraient été récoltés dans le mur d'un magasin proche du site de visite par un membre du public. Qui vous a donné ces fragments? again, it would have been OTP. Là aussi, c'est le personnel du bureau du procureur. Avez-vous visité le magasin en question? During the Au cours de l'enquête dans cet endroit, nous avons parcouru toute la zone. Mais c'était il y a longtemps. Non, comme c'était longtemps après l'incident, il y avait eu beaucoup de rénovations. Donc, les seuls éléments de preuve que j'ai vus, en fait, lors de l'enquête, c'est ceux dont j'ai parlé dans mon rapport. Sir, I don't recall if we Je ne me souviens pas. Je ne sais pas si on est vraiment rentré dans le magasin, mais j'ai fait un examen superficiel des alentours pour trouver au moins les restes de tous les impacts, parce que c'est le témoignage de l'explosion. Donc on a été voir la vitrine au moins, mais je ne suis pas sûre qu'on ait eu le droit de rentrer dans la boutique. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que je n'ai rien trouvé dans les alentours qui soit suffisamment important pour que j'en parle dans mon rapport. Je pose ma question. Comment établir que ces fragments pourraient provenir d'une explosion à l'endroit que vous avez identifié si vous n'identifiez pas le lieu du magasin et sa distance de l'endroit? J'aimerais juste comprendre comment vous trouvez que ces fragments sont pertinents si vous ne savez pas d'où ils viennent. Sir, I concede your point. Je comprends votre question, mais c'est un membre du bureau du procureur qui m'a donné ce fragment et moi j'ai fait rapport sur ce qu'on m'a donné. Ce qu'on m'a dit. Donc on va passer au 4e site que vous avez visité.
toujours à un site proche de SOS Village, à partir de la page 0072. Et vous dites à cette page, et je vous cite en anglais, Given the scenario that... Étant donné que le scénario est que des mortiers, et des obus de mortier étaient tirés depuis cet endroit, à ce moment-là, à partir de cet établissement militaire et à 700 mètres de cet endroit ce jour-là, la probabilité suggère que ces dégâts ont été causés par un obus de mortier fonctionnant à l'impact. Parce qu'on vous a dit qu'il y avait eu des tirs d'obus ce jour-là, dans cette direction, il est probable que ce sont des obus qui ont causé les dégâts. C'est ce que vous nous dites. Can we let Le président, le témoin... better? Le témoin peut-il nous expliquer, puisque vous, monsieur Jacob, vous avez expliqué vous-même, mais le témoin devrait s'expliquer lui-même. Vous y allez? Réponse. Oui, quand je parle vu le scénario qu'on m'a donné, si on prend pour hypothèse qu'en effet, il y a eu des tirs de mortier ce jour-là. Le président, et ça, on vous l'a dit. Le témoin, oui, on me l'a dit. Les dégâts occasionnés au niveau des toits et non pas au niveau du sol semblent suggérer que la munition disposait d'une amorce à retardement, ce qui fait que dès qu'elle touchait quelque chose, elle exploserait. Et ici, ce serait le toit du bâtiment. Donc, si en effet on a bel et bien utilisé des obus de mortier, et si l'amorce est telle que je l'ai décrit précédemment, eh bien c'est tout à fait normal que l'on trouve ce type de gerbe de fragments, de dégâts. Cela signifie bien qu'il y a eu un tir indirect qui a atterri sur le toit de ce bâtiment. À la page 75, 0075. Attendez, juste une question, excusez-moi. Vous venez de nous parler des amorces sur les obus. Est-ce que tous les obus ont un système de réglage de l'amorce? Fusing for shells. Eh bien, lorsqu'on a un obus, il faut une amorce. L'amorce, c'est ce qui est attaché à l'obus qui permet la détonation dans certaines circonstances. Et l'utilisateur peut en fait ajuster l'amorce et mettre l'amorce qu'il faut pour avoir l'effet désiré à l'impact. Alors, toutes les amorces n'ont pas ce réglage modifiable. Mais si on dit qu'il y avait des amorces à impact immédiat, ce qui semble être le cas parce que tous les indices semblent aller dans ce sens-là, eh bien, ces amorces peuvent avoir réglage ou ne pas en avoir. Et ça veut dire que je n'ai jamais rencontré d'amorce qui n'a qu'un réglage, avec un réglage à retardement. Donc, soit on a soit une amorce immédiate avec une détonation immédiate ou une amorce avec réglage. Mais il est vrai que quand on a su avec réglage, on peut aussi faire de l'immédiat, mais de l'autre côté, c'est pas possible. J'ai une photo qui a été donnée aux enquêteurs sur place. Je vous repose la question. I think there might be a bit of confusion. Monsieur Cassel, je crois qu'il y a une légère confusion. Il s'agit de la photographie. La photographie qui est à la page 75 n'est pas une photographie contemporaine. Vous faites référence à la page précédente. La photographie qui est sur la page précédente.
Donc à la page 74, je voulais dire. Et vous nous expliquez à la page 75, donc, que cette photo vous a été donnée par une personne, un témoin allégué de l'événement. Je vous repose la question, est-ce que vous savez qui a donné cette photo au bureau du procureur? It was the OTP personnel. Réponse, ce sont les fonctionnaires du bureau du procureur qui m'ont remis cette photographie. Merci. Alors j'aimerais comprendre, de ce que vous dites à la page 75, on comprend que cette photo est d'une pièce adjacente à celle que vous avez vous-même prise et qui est reproduite page 75. Je comprends bien ce que vous nous expliquez ici. Réponse. Pardon, je ne comprends pas. Est-ce que vous m'avez posé une question ou est-ce que vous avez simplement fait une affirmation? Lire, ça va être plus simple. Et en anglais. Vous dites photograph. La photographie Y7412827 est une photographie contemporaine soumise aux enquêteurs le 11 juillet 2013 par un témoin oculaire de cet événement. Elle démontre le dégât causé au toit et au mur qui ont apparemment été causés par l'attaque et correspond aux dégâts correspondant au mur intérieur qui sont encore évidents sur la photographie ci-dessous, pièce adjacente où la fragmentation a été projetée au niveau du toit du bâtiment. Sur la page d'avant et celle qui est reproduite ici, page 75, sont de deux chambres adjacentes. Deux pièces adjacentes, pas de la même pièce. My apologies. I am. Réponse. Pardon, j'avais mal compris. La photographie qui nous a été remise, c'est-à-dire le mur entre la pièce montrée dans cette photographie et la pièce que l'on voit dans cette photographie. Et avez-vous visité cette chambre adjacente? Réponse, oui. Nous sommes entrés dans cette pièce adjacente. C'était une douche. The room has. La pièce a été réparée par la suite. Donc si je comprends bien, une seule chambre a été réparée, mais pas celle d'à côté. C'est ce que vous nous dites. Réponse. Ce qui s'était passé, c'est que après ces événements, le bâtiment a été rénové pour qu'il soit vivable. Et donc les dégâts considérables que vous voyez sur la photographie qui nous a été remise n'étaient plus présents lors de notre enquête. Donc le bâtiment avait été restauré pour qu'il puisse être utilisé à nouveau. Votre rapport mentionne 3 sites visités à SOS Village. Le rapport du bureau du procureur, de l'enquêteur du bureau du procureur, CIV OTP 0073 0931, au paragraphe 21, indique que vous avez visité 4 sites. Est-ce correct? There may. Réponse. Dans le cadre de l'enquête élargie du bureau du procureur, ils ont peut-être visité un autre site. Moi, je me suis contenté de faire un rapport sur les 3 sites, ou sur les 4 sites dont j'ai parlé dans mon annexe.
Monsieur le témoin, vous indiquez dans le résumé de votre rapport que vous avez visité la zone du camp commando. J'ai compris de ce que vous nous avez dit plus tôt que vous avez visité le camp lui-même. C'est bien ça? Yes, that is the case. Réponse oui, c'est exact. Once. Réponse une fois. Vous êtes sûr? Honestly, I'm Réponse en toute honnêteté, je me fie à ma mémoire, c'est tout. Qui vous a accueilli sur place parmi les autorités ivoiriennes? Réponse. J'ai accompagné le personnel du bureau du procureur au camp. Nous avons été accueillis par le commandant du camp et quelques-uns de ses collaborateurs. Avez-vous demandé s'il y avait des mortiers au camp commando pendant la crise? Réponse. Monsieur le Président, oui, j'ai posé cette question précise. Et je me souviens très bien que le commandant du camp a donné une réponse évasive. Il ne souhaitait pas être mêlé à une discussion sur la présence ou l'utilisation ou pas de mortiers dans ce lieu à l'époque, ou s'ils ont été entreposés là. Nous n'avons pas essayé d'en discuter plus avant avec lui, nous n'avons pas cherché à contester cela, nous avons posé une question directement et nous avons eu une discussion polie et il nous a donné une réponse. Demandé s'il y avait des mortiers où ils étaient situés dans le camp. J'imagine que non, vu la réponse que vous avez reçue. Réponse. Encore une fois, il y a une mise en contexte qui s'impose. Pour répondre à votre question, on nous a dit de manière catégorique qu'il n'y avait pas de mortier sur le site. Et pour autant que je m'en souvienne, toutes les réponses qui ont été données ont dit non, étaient négatives. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé de mortier au camp commando. Le président, jamais, ils n'ont jamais été utilisés. Le témoin. Le commandant à l'époque ne souhaitait pas être mêlé à la discussion. Il ne souhaitait pas donner de réponse précise à cette question. Donc j'en déduis de ce que vous dites que vous n'avez pas demandé vers quelle direction seraient pointés ces mortiers. Parce que la réponse est évidente maintenant. Réponse. Absolument. Tous les entretiens que nous avons eus ce jour-là au camp commando se sont déroulés en français, donc moi je me suis fié au personnel du bureau du procureur. Si vous le permettez, j'aimerais développer ma réponse pour la préciser davantage. Lorsque nous avons quitté le camp commando, enfin le bureau du commandant, nous avons été escortés au sein du camp pour le visiter. Donc, on nous a montré une pièce dans un bâtiment où il y avait des munitions, y compris les pieds d'un mortier de 120 mm. Des murs d'enceinte du camp commando. No, sir, I did not. Réponse non. Avez-vous mesuré la hauteur des immeubles qui se situaient entre le camp commando et les sites que vous avez visités? No, sir, I did. Réponse non, je ne l'ai pas fait. Dans sa déclaration, qui vous a été remise parmi les documents que vous a remis le procureur, le témoin P164 indique, et je donne la référence, CIVOTP 0028 0481, page 0504,
paragraphe 153. J'attends que ça apparaisse sur l'écran. Voilà. Donc je cite, l'autre, il parle de l'autre mortier, était orienté vers PK18 et le carrefour Ndautré. Même si le mortier 2 était dirigé vers la mairie, l'obus n'aurait pas atteint le marché, ni SOS Village, parce qu'il y avait un obstacle, un grand immeuble de plus de 3 étages. Aviez-vous lu cette déclaration ? Réponse. Cette déclaration a dû m'être communiquée lors de la mission, oui. Et donc, est-ce que cette information n'aurait pas dû vous conduire à vérifier que des tirs de mortier étaient possibles vers les sites que vous avez identifiés de différents endroits dans le camp commando ? Réponse. Monsieur le Président, oui, je suis tout à fait d'accord avec, ou je serais tout à fait d'accord avec cette affirmation si je n'étais pas un usager expérimenté et un spécialiste en matière de munitions. Lorsque j'étais dans le camp commando, je n'ai pas vu de bâtiment, de tour ou de quoi que ce soit qui aurait constitué un obstacle à l'utilisation de munitions. Si l'usager du système de mortier souhaitait l'utiliser, eh bien le système de mortier est l'arme idéale à utiliser dans ce contexte où il y a des obstacles, parce que les obus peuvent facilement dépasser des bâtiments, des immeubles. Nous avons discuté des principes du tir indirect dans le cadre de ma déposition. C'est un principe fondamental du tir indirect. L'auteur de cette déclaration, me semble-t-il, ne fait pas la distinction entre une arme directe et une arme indirecte. Un système de tir direct ou indirect. Un immeuble de 3 étages ne serait pas un obstacle à l'utilisation d'un mortier. Mr. McDonald? Le président, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, je sais que la Chambre regarde l'heure qu'il est. Il conviendrait d'avoir des références, puisque ce témoin a déjà déposé, a répondu à ces questions qui lui ont été posées par la défense. Nous nous fondons sur des faits en principe, mais là, on soulève une question hypothétique, puisque mon contradicteur utilise la déclaration d'un témoin qui a déposé. Je ne me souviens pas que ce témoin ait été interrogé à ce sujet par la défense. Par conséquent, mon contradicteur aborde des questions qui, à ce stade, n'ont pas de valeur probante. S'agissant du P164, le juge président, je tiens à vous rappeler que ce témoin a fondé ses connaissances sur la déclaration et non pas sur la déposition corps présent du témoin. Alors, poursuivez. Pour faire sa mission, et c'est normal qu'on puisse l'interroger sur ce document. Donc je I continue. anticipated you. Le président, j'ai deviné ce que vous alliez dire. Il vous reste encore 1 minute, je vous le rappelle. Je regarde, il me reste quelques questions à poser, mais je crains d'en avoir besoin pour une dizaine de minutes avec votre indulgence, mais ce sont des questions très importantes sur un témoin assez important. Donc Yeah, well, just do. Le président, allez-y, je vous accorde 5-6 minutes. Allez. Alors, monsieur le témoin, j'ai compris que vous avez procédé à l'analyse des fragments qu'on vous avait donnés sur place, n'est-ce pas ?
Réponse, c'est exact. Et j'ai compris que votre analyse consistait à les mesurer et à les observer. Réponse, c'est exact. Donc vous n'avez procédé à aucune analyse chimique pour établir la composition du fragment. This is, Le juge président, j'avais déjà posé cette question. Alors je pose la question suivante. Vous n'avez fait aucune analyse chimique pour établir la composition de l'explosif qui aurait été utilisé sur ce fragment, avec ce fragment. If the Réponse. Et s'il ne s'était pas écoulé une période longue, s'il s'agissait simplement d'une analyse après 24 ou 36 heures de l'événement, l'exercice aurait été très utile au fin de l'enquête. Mais ça aurait été sans pertinence 2 ou 3 ans plus tard, ou 2 ans et demi plus tard. Dans l'annexe E de votre rapport, à la page c'est CIVOTP 0049 0078, vous reproduisez une capture d'écran d'une vidéo que vous a montré le bureau du procureur ce matin. Et vous avez dit, et vous dites, je cite, en anglais, Caliber is difficult to determine. Il est difficile de déterminer le calibre sans échelle. Cela dit, vu la configuration des ailettes qui sont à un intervalle de 10 le long de l'axe longitudinal est conforme à la variance de 120 mm de munitions de mortier de 120 mm. Many different 120 millimeter variants show exactly that pattern. So just as I said earlier, the fin angle. Réponse. Il existe différentes variantes s'agissant des mortiers de 120 mm et donc, comme je l'ai indiqué précédemment, ces ailettes sont conformes à une forme de munition de 120 mm russe. Yes, I completely agree. Réponse oui, je suis tout à fait d'accord. Cela dit, on ne s'attendrait pas à avoir autant de d'ailettes. Avoir 10 ailettes indique qu'on a utilisé un obus de grande taille, de calibre de 120 mm. Donc c'est le CIV D15 0004 2463. Est apparu à l'écran. Alors il s'agit d'un communiqué de presse de l'ONUCI daté du 18 mars 2011. Et si on regarde le premier paragraphe, il est indiqué, je cite, « L'examen par l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire des projectiles tirés jeudi après-midi au marché d'Abobo et dans ses environs lui permet de confirmer qu'il s'agissait d'obus de mortier de 81 mm. Aviez-vous déjà vu ce communiqué de presse ? Réponse non, je ne l'avais jamais vu. Avez-vous déjà entendu cette information contenue dans ce communiqué de presse ? Le fait que l'ONUCI confirmait qu'il s'agissait de mortiers de 81 mm. Réponse. Le président interrompant. Non, vous avez dit
que l'ONUCI a confirmé. Non, l'ONUCI a déclaré, a indiqué. That would be their Le témoin, c'est une évaluation qui leur est propre. Ils ont le droit de parvenir à cette évaluation. Ce n'est pas la mienne. Pardon, j'essaie d'aller au plus vite, Monsieur le Président. Donc si j'ai bien compris votre témoignage, il n'y a aucune façon de vérifier, à partir des sites que vous avez visités, l'origine des obus éventuels qui seraient tombés. Est-ce correct? Réponse, c'est exact. Donc la seule raison pour laquelle vous avez considéré le camp commando comme point d'origine, c'est parce que le procureur vous l'a dit. Réponse, oui, oui, je suis d'accord avec vous. C'est le camp militaire local où étaient situés les mortiers de 120 mm. Le juge président, je vais vous demander d'en terminer maintenant. Maître Knops, monsieur le président, je sais que vous allez soutenir votre confrère. Maître Knops, non, nous avons moins de questions à poser. Le président, oui, j'ai compris, donc 10 minutes supplémentaires. Et merci. Je vais vous montrer un document. CIV D15 0004 2464. J'attends qu'il apparaisse. Ah voilà. Donc cette carte est centrée sur le marché d'Abobo, et je l'ai tirée de Google Maps, avec un cercle d'un rayon de 6 km autour du marché d'Abobo. Donc vous avez dit un peu plus tôt que le rayon d'action d'un mortier était, je crois, entre 5 et 8, je ne me souviens pas exactement, mais si je comprends bien ce que vous nous dites, si tirs de mortier il y a eu, ils pouvaient pas provenir de n'importe quel endroit dans ce cercle. That would be a correct assessment. Réponse, oui, c'est exact comme affirmation. Est-ce que vous saviez qu'il existait des groupes armés rebelles à Abidjan qui attaquaient dans toute la zone, et en particulier le camp commando, et qui, selon certains témoins, possédaient des armes lourdes? Est-ce que vous disposiez de cette information-là? No, I did not. Réponse, non. La déclaration de P297, le numéro étant CIVOTP 0041 0412, donc qui vous a été communiqué pour votre rapport, mentionne à plusieurs reprises le commando invisible présent dans la zone. Aviez-vous lu cette déclaration? I would. Réponse, j'ai lu cette déclaration ou une traduction de ces déclarations pendant la mission. Et donc le fait qu'il y ait d'autres groupes armés dans la zone ne vous a pas conduit à considérer l'hypothèse que les dommages puissent être causés par d'autres groupes armés? In my report, Réponse, dans mon rapport, j'indique que le dégât a été causé par des munitions de type indirect
calibre supérieur et à douille renforcée. L'origine n'est pas quelque chose dont je parle dans mon rapport. Les rapports sont intéressants, mais moi je me suis uniquement occupé des faits qui m'ont été présentés par les fonctionnaires du bureau du procureur sur le terrain. Vous dites qu'on ne vous a pas demandé de vous prononcer sur l'origine des tirs, c'est ça? Réponse. Je vais devoir me référer à la lettre de mission, mais il me semble qu'on m'a simplement demandé de préparer un rapport sur... regardez la lettre de mission. J'ai fait un rapport en me conformant aux instructions indiquées dans la lettre de mission. Dont je rappelle le numéro CIV-OTP 00490051 à la page 0052 indique qu'on vous a demandé de déterminer si ces mortiers pouvaient provenir du camp commando, donc bien de déterminer leur origine. Yes, sorry, absolutely. Réponse oui, vous avez absolument raison. Donc nous avons enquêté sur le camp commando. Maintenant, est-ce qu'on m'a demandé, en tout cas on ne m'a pas demandé de déterminer l'origine ou quelque origine que ce soit des tirs. Je me suis contenté d'enquêter sur les informations sur la base de ce qui m'a été communiqué par le bureau du procureur. Merci monsieur le témoin, j'ai quelques dernières questions. Est-ce que vous avez procédé à des analyses pour dater les impacts que vous avez identifiés sur les différents sites? Réponse. Les vidéos YouTube, ou plutôt la vidéo qui m'a été présentée, indiquait une date significative. Je ne me souviens pas en ce moment de cette date, mais là encore, il s'agit d'une source ouverte d'informations de parties tierces. Il est allégué que c'est arrivé un jour pertinent pour notre rapport. Moi, je me suis prononcé sur ce que j'ai vu sur la vidéo. J'ai essayé d'établir un lien potentiel avec le reste du rapport. Je vais répondre précisément à ma question. Est-ce que sur place, sur les sites que vous avez visités, vous avez procédé à des analyses balistiques pour déterminer la date des impacts que vous avez observés sur les murs, sur les portes? Pas la vidéo YouTube, vous-même sur le terrain. No, I did not. Réponse non, je n'ai pas fait cela. Je ne sais pas. Enfin, j'essaie de penser à une manière de lier cela à une date, étant donné le temps qui s'est écoulé entre l'événement et l'enquête. Il est impossible de déterminer cela. Si je comprends ce que vous me dites, il n'y a aucune façon de déterminer si ces incidents ont lieu à un quelconque moment pendant la crise, avant la crise, après la crise, plusieurs années avant, ni même que les lieux ont subi un incident le même jour. Réponse. À nouveau, Monsieur le Président, les zones où j'ai enquêté m'ont été indiquées par les fonctionnaires du bureau du procureur. Donc les questions relatives au contexte, aux dates, aux témoignages, tout cela a clairement indiqué le personnel du bureau du procureur a demandé à ce que j'enquête sur ces sites. Les dates historiques, les liens, la chronologie, tout cela a dû être établi par le bureau du procureur si on m'a indiqué qu'il fallait que j'enquête sur ces sites. Et ma dernière question. Donc vous nous avez dit à plusieurs reprises pendant votre témoignage que pris de manière isolée, vous n'aviez pas d'éléments sur chaque site pour dire de façon claire quelle était l'origine des incidents. Vous avez parlé d'objets incendiaires improvisés, explosifs improvisés. Mais pour considérer ces événements comme un tout, comme vous dites,
ce qui semble être la clé de votre rapport, si je comprends bien. La première chose n'était-elle pas de déterminer que ces incidents ont bien eu lieu le même jour? Your Honours, that was Réponse. Monsieur le Président, c'est ce qui m'a été affirmé par le bureau du procureur. C'était la raison d'être de ma présence. Le Président, c'était votre dernière question, n'est-ce pas? C'est la dernière, avant la dernière. Mais encore une fois, il y a ce que le procureur vous a dit, et il y a ce que vous faites en tant que scientifique et expert. Si sur chaque site vous n'avez aucune information conclusive, comment pouvez-vous faire l'étape d'après pour faire le lien entre les sites? Je suis un novice, mais pour moi, sur chaque site, 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça fait 0, ça ne fait pas 4. Donc je ne comprends pas, j'essaie de comprendre comment vous partez d'aucune information concrète sur chaque site pour en tirer une conclusion générale. Le président. Monsieur Garcia, laissez le témoin répondre. Moi, j'aurais dit c'est un commentaire, ce n'est pas une question. Mais si le témoin peut répondre, qu'il réponde. Réponse. On m'a demandé de faire une analyse objective en disposant d'informations subjectives. Et donc, énormément de temps s'était écoulé entre l'incident qui aurait eu lieu et l'enquête. Or, si on avait été présent sur place juste après l'explosion, on aurait eu des conclusions beaucoup plus précises, mais on n'a pas pu faire cela. 2 ans et demi après l'incident, on a fait une analyse objective en utilisant les éléments dont nous disposions, qui nous avaient été donnés. Plus l'interrogatoire du témoin par l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler les représentants du bureau du procureur et l'équipe de défense de M. Gbagbo est essentiel et qu'il faut bien gérer son temps. Vous avez utilisé beaucoup plus de temps que le temps qui était donné au bureau du procureur. Pas un petit peu plus, mais beaucoup plus. Cela dit, c'est bon. Okay. Thank you very much. Mr. Knops. Vous, Maître Knops. Bonjour, Monsieur Fingerfeldt. Je m'appelle Gert Alexander Knops et je suis avocat au barreau des Pays-Bas. Je représente les intérêts de Monsieur Blégoudé. Donc, j'ai quelques questions supplémentaires à vous poser. Premièrement, c'est une question qui porte sur votre rapport en tant que tel. CIVOTP 0049 0049. Donc, dans ce rapport, vous résumez vos conclusions et l'une de celles-ci est qu'il y a plusieurs causes résultant dans un incident isolé comme celui-ci. Ça peut être des munitions improvisées qui ont été volées, ça peut être de l'utilisation d'une munition, de la mauvaise utilisation, ça peut être un engin bricolé, ça peut être un accident en manipulant des munitions, ça peut être une activité criminelle, etc. etc. Donc là, je vous cite. Et dans ce rapport, le 1er septembre 2013, vous avez écrit vos conclusions ce jour-là. Mais suite à ce rapport, le bureau du procureur vous a-t-il demandé de faire une étude supplémentaire? Étudier par exemple la probabilité d'un des scénarios évoqués? Puisque vous dites bien qu'il y a plusieurs causes qui pourraient résulter dans ces incidents isolés. Vous en mentionnez 5 ou 4. Mais si j'ai bien compris, ce n'est pas du tout exhaustif.
actif. Mais après 1er septembre 2013, vous a-t-on demandé d'examiner la possibilité d'autres scénarios, sachant qu'au départ, vous disiez qu'il pouvait y avoir différents scénarios. Le témoin, non. Question. Maintenant, plus précisément, le bureau du procureur vous a-t-il demandé explicitement d'ajouter dans votre analyse qui a résulté dans ce rapport du 1er septembre, donc d'ajouter lors de votre analyse des faits l'éventualité de l'utilisation d'un autre système d'armes, autre chose que des mortiers, par exemple de RPG. Le témoin, non. Question, nous parlons toujours de RPG, donc de lance-roquettes. Dans votre rapport, vous parlez aussi de IED, d'engins improvisés, d'engins explosifs improvisés. J'ai des questions à ce propos. Premièrement, avez-vous déjà rencontré ce type d'engin explosif? Connaissez-vous la gerbe qu'ils font à l'impact? Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre si la gerbe suite à l'impact pourrait correspondre à l'explosion de cet engin bricolé? Réponse. Madame, Messieurs les juges, j'ai passé 9 mois et demi en Irak et en Afghanistan en tant que spécialiste justement de ces enfants bricolés, car j'étais là pour les neutraliser. C'était en guerre en plus, hein, c'était pendant une guerre. Donc je suis un spécialiste. Alors si on a un engin bricolé qui dispose ou qui a une enveloppe renforcée, la gerbe des fragmentations pourrait être absolument pareille. Mais quand on regarde la zone 4, là où l'engin aurait explosé sur le toit, pourquoi mettre un engin explosif bricolé sur un toit? À quoi ça sert? C'est la première question qu'on doit se poser. Et dans tout le rapport, on voit bien que tout indique, tout s'oriente vers ma conclusion. Maître Knops, mais je vous ai juste posé une question. Je ne vous ai pas demandé d'extrapoler sur vos conclusions. Je vous ai demandé une question simple. Quand on étudie un événement, un incident seul, pouvez-vous exclure que la gerbe que l'on trouve à l'impact ne correspond qu'à un certain système d'armes, ou est-ce que cela pourrait être à peu près identique aux traces que laisserait un engin explosif improvisé? Vous avez passé 9 mois et demi en Afghanistan, vous connaissez ces choses-là. Est-ce que ça ressemble ou est-ce que ça ne ressemble pas? Le président, il ne peut pas répondre en disant oui ou non quand même. Laissez-le s'expliquer. Et il va dire oui ou non, mais il faut quand même qu'il nous donne ses raisons. Mais qu'il soit bref. Le témoin. Donc comme je l'ai dit, je connais très très bien quand même les engins explosifs artisanaux. Et là, je ne reconnais pas beaucoup de similarités. On a quand même la gerbe qui vient de l'effet de souffle suite à l'explosion de ces IED et qui sont improvisés. Et je ne vois pas tellement de similarité au niveau des éclats et de la façon dont on a trouvé les éclats. Certes, il y a des situations où un engin bricolé pourrait avoir ce type pourrait résulter en ce type de gerbe, mais maître Knops, on a compris, c'est bien, on a compris. Mais qu'en est-il donc du RPG 29, c'est-à-dire du lance-roquette 29, qui est une arme russe, elle aussi, ou d'origine russe en tout cas? Alors, vous êtes-vous penché sur la possibilité que les fragments et que la gerbe à l'impact pourraient correspondre à l'utilisation de ce RPG-29? Réponse, non, je ne l'ai pas fait.
Question, vous n'avez pas du tout envisagé cette possibilité? Réponse, non, je n'ai pas examiné les choses en me disant que ça pourrait être un RPG 29. Je ne connais pas si bien que ça le RPG 29, parce que c'est une grenade qui est... c'est un lance-roquette, hein, donc il y a une roquette. Donc c'est une munition tout à fait différente de l'obus, et en plus c'est un tir direct. C'est un engin, c'est un système d'armes qui tire en tir direct. Et à l'impact, les fragments seraient tout à fait différents, surtout au sol. Question. Mais quand même, vous êtes d'accord, dans un RPG, il y a une ogive qui est soit avec un explosif brisant, HE, donc High Explosive, brisant. Ils ont bien cela, n'est-ce pas? Ces ogives ont bien cela. Question. Écoutez, si on parle donc de tout ce qui est ogive HEAT, H-E-A-T, à explosif brisant, ils ont une douille assez épaisse, en effet. Non, assez fine, en revanche. Une douille assez fine, mais il y a en effet un explosif brisant à l'intérieur. Mais on l'utilise en fait pour déformer l'enveloppe en cuivre qui pénètre dans le blindage. Il y a peu de fragmentation. Et de toute façon, je n'ai jamais vu de RPG qui ait une munition où la douille serait renforcée. Je n'ai pas vu ça. Donc, en tant qu'expert, je veux dire que ça ne peut pas être une arme à explosif brisant en tir direct. C'est impossible, parce que les fragmentations seraient parfaitement différentes. Question, mais savez-vous, Monsieur Fitzgerald, que un RPG 29 peut pénétrer un blindage ERA. Donc, c'est un blindage réagissant à l'explosion. Et cela peut, avec le RPG 29, la grenade peut atteindre le blindage en composite qui se trouve derrière l'armure. Réponse oui, je sais que c'est ça la question. Donc les RPG sont chargés d'un explosif pour pénétrer les blindages de tanks avec un diamètre 7 fois plus important que le diamètre de la charge. Vous connaissez cela, n'est-ce pas? Réponse oui. Question. Et vous dites quand même, et vous maintenez que ça ne peut pas être un RPG 29 qui aurait été utilisé? Question. Réponse. Madame, messieurs les juges, les dégâts infligés seraient complètement différents. Un RPG utilisé, enfin une grenade, une roquette qui est censée percer un blindage réactif, qui va percer un blindage réactif à l'explosif, aura en effet une ogive HEAT, heat, avec des brisants. Premièrement pour briser l'armure, le blindage, et deuxièmement ensuite pour pénétrer dans le véhicule, dans le blindé. Donc les dégâts seront complètement différents. Un ou deux trous très précis sur la cible. Donc, si cette ogive, cette grenade HEAT, H-E-A-T, atteint sa cible, ce serait un trou très, très précis, avec très peu d'éclaboussures tout autour. Et on ne verrait pas non plus cette bande de fragments qui ont été éparpillés partout. Tout serait les fragments seraient circulaires. La charge explosive est déclenchée en différentes directions, l'un sur un axe vertical et l'autre sur l'axe longitudinal ou horizontal. C'est la première fois qu'on parle de ces obus HEAT, HEAT. Et de mon avis de professionnel, ce n'est pas possible. Question, mais donc vous prenez pour hypothèse qu'il s'agit... Mais imaginons qu'il y ait un tir direct avec RPG. Il y a des shrapnels qui vont être éparpillés une fois que le véhicule a été atteint ou que le blindage a été atteint. Il y a des fragments forcément qui s'éparpillent. Et donc vous avez surveillé cela, vous avez vu, vous avez observé, vous avez bien regardé pour voir s'il n'y avait pas des shrapnels qui pourraient correspondre à une grenade de RPG et qui seraient proches des portes que vous avez inspectées, par exemple?
ou sur les autres sites? Réponse. Non, je pense que ici, il y a deux facteurs à prendre en compte. Maître Knops m'a demandé tout d'abord si j'ai envisagé que l'on ait utilisé un RPG en tir direct ou en tir indirect. Mais si quelqu'un veut utiliser un RPG en tir indirect, les RPG ont de toute façon un système qui se déclenche à 900 mètres. Donc, si la RPG est en vol parabolique, donc si on essaie d'en faire un tir en cloche, elle va exploser avant d'atteindre la cible. De toute façon, ça va exploser dans l'air. Si ça était en revanche tiré directement sur la porte en métal, eh bien, moi, je m'attendrais à avoir un trou bien précis. Je ne penserais pas et je ne m'attendrais absolument pas à voir ces éclats de fragments éparpillés en bande comme on l'a vu sur les portes. Question, mais... Oui, mais qu'en est-il d'un RPG tiré en tir indirect? Quel est l'effet que ça donne? Quel est le résultat de ce RPG 29? Réponse. Moi, j'ai quand même vu des RPG utilisés pendant 7 mois lorsque j'étais dans mes tournées. Je peux en parler. En Libye, par exemple, je peux vous dire ce que ça donne quand on tire ainsi avec un RPG. Les présidents, on n'a pas besoin d'en parler. La question n'est pas pertinente. Maître Knops, bien. Alors parlons de la charge maintenant. La charge de la grenade du RPG peut être à peu près la même chose que ce qu'il y a dans l'obus du mortier de 21, de 200. To the filling. Surtout, étant donné que le RPG quand même est d'origine russe. Réponse, non, c'est complètement différent parce que c'est une roquette. Il y a beaucoup plus de précision quand on fabrique une RPG. C'est plus sophistiqué et la charge est basée à base de cire, alors que pour un mortier, la charge c'est plutôt du TNT. Tout simplement parce que c'est facile. Le TNT, on le verse, c'est pas cher. Question. Donc, vous dites que dans une roquette de RPG, il n'y a pas de charge à base de TNT, c'est ça? Réponse. Non, ce n'est pas du tout ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup de types de RPG. Un grand nombre de pays fabriquent des RPG. Je ne connais pas toutes les charges explosives de tous les RPG quand même. Mais je vous dis que je vous ai dit quelles étaient les traces laissées par un RPG. Mais vous savez ce que c'est qu'un RPG quand même? Vous savez ce que c'est que l'acronyme? Réponse, oui, je connais RPG. Question. Et donc c'est un sigle russe, n'est-ce pas? C'est une machine russe? Réponse, non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Question, pourquoi? Pourquoi, d'après vous, ce n'est pas une arme russe fabriquée en Russie? Réponse, les Russes ont été à la tête du développement d'un grand nombre de munitions, mais ils ont été copiés partout, et puis ils ont été dépassés par d'autres personnes et par d'autres pays. Il y a des entreprises en Chine, en Iran, qui vous font des copies parfaites de RPG, et qui en plus en font des copies plus élaborées. Question, donc vous n'êtes pas d'accord, le RPG n'est pas de conception russe. Le président, il n'a pas dit cela. Il a dit que c'est une arme qui a été copiée par beaucoup d'autres. Question de Maître Knops. Mais au départ, c'est une arme qui a été conçue en Russie. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Réponse, si on parle de mots et de libellés, après tout, les fusées et roquettes ont été inventées en Chine il y a 2000 ans pour les feux d'artifice. The option of an RPG. Question. Et RPG 22, est-ce que vous y avez envisagé la possibilité? Est-ce qu'on vous l'a demandé? Le président français sait parfaitement ce qui lui a été demandé.
Le reste, eh bien, il ne l'a pas étudié, il n'a pas analysé. C'est ce qu'on entend depuis 2 jours. Maître Knops, très bien. Donc la Chambre a confirmé ma question. Je poursuis mes questions. Monsieur Fitzgerald Finch, ma deuxième question sur votre rapport maintenant. Vous avez pris en compte 9 déclarations de témoins qui vous ont été données par le bureau du procureur. Dans votre rapport, première page des conclusions, vous utilisez le mot « Il est possible qu'un obus de mortier de 120 aurait pu provoquer l'explosion à chaque site d'impact visité. Ce qui m'intéresse, et vous citez après les autres causes possibles. Donc, vous dites qu'en regardant toutes les... Vous dites que c'est possible quand on analyse chaque site d'impact l'un séparément des autres. Deuxième page, vous dites en revanche que c'est probable, ça c'est à la fin de votre rapport, qu'il est fort probable qu'il s'agit d'une variante d'un système de mortier de 120 mm. Alors au départ, vous dites que c'est possible, et ensuite vous dites que c'est très possible. Très probable, qui plus est. Donc, vous passez de possible à très probable après avoir fait une étude holistique de tous les incidents. Mais alors, lorsque vous avez dit fort probable, vous êtes-vous aussi basé sur les témoignages que vous avez lus, les dépositions de témoins que vous avez lues? Est-ce que vous avez pris cela en compte lorsque vous avez tiré vos conclusions générales après avoir vu les 4 sites? Le président, quelle est la différence entre probable et fort probable et très possible? Réponse. Probable, c'est suite aux éléments de preuve que j'ai trouvés et de mon évaluation. Lorsque j'ai pris en compte et que j'ai rassemblé et regroupé tout ce que je savais. Le maître Knops, c'est-à-dire c'est possible et non pas probable. Mais je vous pose cette question parce qu'à la page qui se termine par le RN 050, troisième paragraphe en haut, on voit qu'il fait référence aux dépositions de témoins qui, et je cite, ajoute un poids important à la théorie selon laquelle un des systèmes de mortier de 120 mm utilisés par les forces militaires de Côte d'Ivoire aurait pu être utilisé dans le cadre des attaques du 17 mars sur les zones visitées. Fin de citation. Donc vous avez lu 9 déclarations de témoins qui vous ont été présentées par le bureau du procureur. Et elles vous ont permis d'ajouter un certain poids à ce que vous saviez pour arriver à votre conclusion. Et c'est ainsi que vous êtes passé de possible à très possible, ou très probable plutôt. Le président, Monsieur Garcia, j'ai 2 objections. Tout d'abord, à la première série de questions de Maître Knops. Bon, le témoin étant présent, je ne vais pas vraiment en parler, mais on sait parfaitement de quoi il parle. Lorsqu'il parle de possibilité à 0049 et lorsqu'il parle ensuite de extrêmement possible à la fin de 0050. Et dans ce dernier extrait qui vient d'être lu au témoin, cela l'induit en erreur parce qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul élément qui ajoute le poids. Mais si on lit la totalité du paragraphe, on voit que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc je pense que l'on devrait présenter au témoin la totalité du paragraphe et qu'il fasse ses commentaires sur la totalité des paragraphes. Le maître Knops, je dis que cela pourrait être l'un des facteurs qui contribuait. Je n'ai jamais dit que c'était le facteur décisif qui avait fait pencher le témoin dans un sens ou dans un autre. J'ai demandé au témoin si ça pouvait être l'un des facteurs, le fait d'avoir lu les déclarations des témoins qui aurait pu ajouter un poids
à ses conclusions pour qu'il décide finalement de passer de possible à très probable. Réponse. Dans mon dernier paragraphe, j'essaie d'utiliser toutes les informations qui m'ont été données. Et bien sûr, c'est à vous de trancher et de savoir quel est le poids des déclarations de témoins et si les déclarations de témoins sont correctes ou pas. C'est à vous d'en décider, messieurs et madame les juges. Mais je pense que, au vu d'un certain scénario, les déclarations ajoutent un poids à un certain scénario. Donc, c'est ce que ça devient donc très probable dans ma conclusion professionnelle. Le président, oui, j'aurais aimé vous poser cette question. Elle est difficile à poser. Mais enfin, imaginons, cas d'école. Si vous n'aviez pas lu la déclaration des témoins, si vous n'aviez eu aucune des informations documentaires qui vous ont été fournies par le bureau du procureur, est-ce que vous auriez tiré les mêmes conclusions? Réponse oui, je pense que oui, Monsieur le Président. Le Président Maître Knops. J'ai encore 2 questions. Enfin, sur l'analyse soi-disant criminalistique. Premièrement, question qui ne vous a pas encore été posée. Et la transcription, page 9, lignes 21 et 22, de la transcription d'aujourd'hui en anglais. Vous parlez d'une dépression, d'un cratère sur le sol. Vous vous souvenez, vous avez vu une photo où il y a un petit cratère, en effet. Vous parlez d'une dépression. Et vous avez dit à la cour que vous avez vu de vos yeux de l'oxyde de fer. Le président, page 9, ligne 21 et suite. Et page 10, ligne 9 et suivante. Maître Knops reprenant. J'aimerais bien comprendre. Vous avez trouvé cela 2 ans et demi après l'incident. Vous l'avez trouvé tout seul, le secrétaire, ou bien on vous l'a indiqué? Réponse, mais oui, je me souviens très bien. Lorsque les représentants du bureau du procureur m'ont amené sur zone, sur le site, de façon générale, et quand j'ai vu donc les dégâts, les faisceaux de fragmentation, et puis ce petit cratère avec son périmètre ocre d'oxyde de fer, c'était la dernière pièce du puzzle qu'il me manquait. Question donc, vous considérez qu'en 2 ans et demi, on n'a pas décidé de boucher ce nid de poule? Réponse oui. You only visually, Question. Et donc, vous avez considéré que cette poussière ocre, c'était de l'oxyde de fer. Est-ce que vous avez décidé de faire une analyse chimique pour vérifier, infirmer, confirmer cette conclusion que vous avez tirée, selon laquelle ça pourrait être de l'oxyde de fer? Vous n'avez pas pris d'échantillon, à part dans ce cratère qui était quand même là depuis 2 ans et demi? J'ai déjà répondu à la question. C'était mon analyse. Il n'y a pas une analyse oculaire a suffi. Je n'ai pas été au laboratoire pour faire analyser quoi que ce soit. Question, mais qui vous a dit que ce cratère était le même et qu'il n'avait pas bougé? C'est l'accusation qui vous a dit que c'était toujours le même cratère et qu'il n'avait pas bougé depuis 2 ans et demi? Ou est-ce que vous avez parlé aux locaux? Réponse, je l'ai vu moi-même. Question, vous l'avez vu? Réponse, oui. Question, très bien. Ma deuxième question concerne le fait que dans plusieurs passages de votre rapport, par exemple à la page C90-12, vous avez fait référence à des réparations qui ont été effectuées. Et aujourd'hui, vous nous avez dit, et je fais référence à la transcription page 91, ligne 5, que des travaux de rénovation, beaucoup de travaux de rénovation ont eu lieu. Comment est-ce que vous avez pu déterminer cela? Réponse, j'ai pu vérifier qu'il y a eu des réparations effectivement, vu le manque de dégâts significatifs dans les zones entourantes.
lorsque je vois une porte qui a été lourdement endommagée et que le mur à côté ne porte pas de marque, en tout cas de marque qui soit compatible avec les dégâts subis par la porte, eh bien, je ne peux que constater que des réparations ont été apportées et que, d'ailleurs, sur les photographies contemporaines, l'on peut voir, Monsieur le Président, que le mur a pu être changé et que on l'avait, par exemple, repeint par la suite. Question. Cela dit, vous n'avez pas d'éléments qui vous permettent de confirmer qu'effectivement des travaux de réparation ont été faits dans les endroits où vous avez été. Vous avez simplement supposé que comme il n'y avait plus de dégâts dans certains endroits, ils ont dû procéder à des réparations. Réponse. Lorsque je regarde une photographie qui avait subi d'un mur qui avait subi de lourds dégâts et que je constate après coup qu'il n'y avait plus de dégâts massifs, à supposer qu'il s'agit du même mur, je ne peux que constater ou conclure qu'on a réparé le mur. Maître Knops, à supposer qu'il s'agit du même mur, est-ce que vous avez pu vérifier s'il s'agissait du même mur justement? Réponse. Là encore, on m'a remis une photographie, le personnel du bureau du procureur m'a remis une photo et on m'a instruit, on m'a dit qu'il s'agissait de la photo de la scène où nous étions, où nous nous trouvions ce jour-là, et qu'elle avait été prise le jour pertinent. J'ai supposé qu'il s'agissait d'un fait. Maître Knops, la greffière, est-ce que vous pourriez marquer une pause entre les questions et les réponses, maître Knops, merci. Donc, vous avez reçu des instructions et sur la base des instructions, vous avez commencé à faire votre travail. Le juge président, oui, c'est ce qu'il a dit. Maître Knops poursuivant. Qu'en est-il des fragments, Monsieur Fitzgerald Finch, qui vous ont été présentés dans différents lieux? Qui vous a montré ces fragments? Est-ce que c'était quelqu'un du bureau du procureur? Le juge président, oui, quelqu'un du bureau du procureur. Maître Knops poursuivant. Et comment est-ce que cela vous a été proposé? Est-ce qu'on vous a remis ça dans un sac, dans une enveloppe, dans un carton? Par quels moyens vous a-t-on présenté ces fragments? Et quelles informations avez-vous reçues? Réponse, les fragments ont été présentés soit en tant que fragments parce que nous avons eu l'occasion de voir la photographie et que le bureau du procureur m'a remis un sac, soit que nous avons reçu les fragments du bureau du procureur et je l'ai retourné aux fonctionnaires du bureau du procureur. Mais les fragments qui m'ont été remis avaient déjà été mis dans un sac où se trouvaient des pièces à conviction. Question. Mais je crois comprendre, d'après votre déposition, que les fragments n'étaient pas dans un sac qui nous ont été montrés en main propre par le bureau du procureur. Réponse, oui. Dans un cas, oui, c'était un des scénarios. Question. Est-ce que la personne qui vous a présenté ce fragment l'avait dans sa poche ou comment est-ce qu'il vous a présenté ce fragment? Réponse, si je me souviens bien, un des fonctionnaires du bureau du procureur m'a appelé par mon nom. Il m'a... je me suis retourné, j'ai répondu à une question qu'il avait imposée. Il m'a remis des fragments que j'ai pu examiner. Question. Donc, vous n'avez pas eu l'occasion d'enquêter sur ce qu'on appelle communément la chaîne de conservation. Vous n'avez pas vérifié la nature de cette chaîne de conservation, ni d'où provenaient les fragments, ni comment ils ont été conservés, s'ils avaient été placés sous scellé. Réponse. Pour ce qui est de la chaîne de conservation, eh bien, je ne veux pas, loin de moi l'idée de dire à la Chambre comment fonctionne cette chaîne de conservation, mais je suppose que la chaîne de conservation a été préservée par le bureau du procureur. Question. La greffière d'audience, respectez la règle des 5 secondes, s'il vous plaît. Le juge président, oui, c'est une supposition, puisqu'il a dit, à mon avis, ça serait ainsi. Maître Knops, cela dit, vous n'avez pas vérifié vous-même, en tant qu'expert en criminalistique, la chaîne de conservation, avant de tirer des conclusions ou avant d'émettre des hypothèses quelconques. Le témoin, Monsieur le Président, en tant que professionnel, qu'enquêteur professionnel, je respecte toujours la chaîne de conservation. La chaîne de conservation demeure intacte et il va sans dire que si on me remet quelque chose, si un représentant du bureau du procureur me remet un élément, je suppose que le personnel du bureau du procureur n'a jamais quitté ma présence, les fragments n'ont jamais quitté les lieux où je me retrouvais. J'ai remis les fragments au bureau du procureur dans un sac et cela a été remis dans la chaîne de conservation. Pour autant que je sache, la chaîne de conservation a été préservée. Question. J'ai 2 dernières questions à vous poser, Monsieur Fitzgerald Finch. La première est la suivante.
Elle concerne le passage ou la page C15 de votre rapport. Une question vous a été posée par M. Jacobs. Elle concernait la récupération de fragments peu de temps après qu'il y ait eu une attaque de mortier alléguée par un membre du public. Elle a été récupérée du mur du magasin. Donc ma question, en fait, c'est une question qui vous a pas été posée. Vous avez mentionné dans votre rapport que ce fragment a été récupéré peu de temps après l'attaque de mortier alléguée. Qu'est-ce que vous entendez juste par peu de temps après? Réponse. Monsieur le Président, j'ai utilisé le mot peu de temps après parce que le temps qui s'est écoulé entre l'attaque alléguée au mortier et le moment où le propriétaire du magasin a récupéré ce morceau de fragment dans le mur n'est pas déterminé. Je n'ai pas réussi à dater cela. Donc j'ai décrit cela dans mon rapport comme étant sur la base des informations qui m'avaient été communiquées. Question. Si on vous avait dit qu'une année s'est écoulée entre les deux, est-ce que vous auriez écrit quand même l'expression peu de temps après? Réponse, Monsieur le Président, j'ai donné le temps précis. Si on m'avait communiqué le temps exact, le moment exact, eh bien je l'aurais indiqué dans mon rapport. Question. Voici ma dernière question. Est-ce que vous avez jamais utilisé un mortier dans le cadre d'un tir direct, d'un exercice réel ou d'un tir réel? Est-ce que vous avez jamais fait partie d'une unité utilisant des mortiers en situation de combat? Réponse. Monsieur le Président, comme je l'ai décrit lorsque j'ai commencé ma déposition, je n'ai jamais fait partie d'une unité de mortier en bonne et due forme. Le nom de l'organisation pour laquelle je travaillais ne comportait pas la désignation mortier. Cela étant, j'ai été soldat de l'infanterie, j'ai utilisé des systèmes de l'infanterie, y compris des mortiers. J'ai utilisé des mortiers moi-même, tant en tant que servant que en tant que chef de pièce. J'ai utilisé des systèmes de mortier en tant que commandant dans le cadre de ma formation sur une base régulière et dans le cadre d'opérations. J'ai passé des semaines en Afghanistan près des puits de mortier, c'est-à-dire l'endroit à partir duquel les équipes de mortier utilisent le mortier. En consultant des chargés de la mise à feu, j'ai consulté des commandants, j'ai donc beaucoup d'expérience en matière d'utilisation de systèmes de mortier. Question. Très bien, alors je me réjouis de pouvoir vous interroger sur cette question. Est-ce que vous connaissez, monsieur le témoin, qu'il existe une doctrine militaire selon laquelle le commandant militaire d'une unité de mortier est obligé de recevoir des ordres par écrit de son supérieur avant de pouvoir autoriser une mise à feu en situation de combat? Réponse, oui, je suis au courant de cela. Différentes unités adhèrent à différentes doctrines, mais je dirais que c'est une doctrine standard. Question. Vous avez une expérience pour ce qui est de l'utilisation de systèmes de mortier utilisés par des unités qui avaient reçu des ordres en situation de guerre, un ordre oral. Réponse oui. Question. Donc il peut effectivement arriver qu'un ordre oral autorise l'utilisation d'un tir de mortier. Réponse. Monsieur le Président, lorsqu'on autorise l'utilisation d'un tir au mortier, il faut d'abord obtenir de très amples informations. On peut faire référence à un ordre qui aurait été donné par oral ou par écrit. Mais la plupart du temps, c'est par écrit. Question, merci, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner à nouveau vers le bureau du procureur pour demander à Monsieur le procureur s'il souhaite poser des questions supplémentaires. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, nous n'avons pas de questions supplémentaires à poser, mais j'aimerais préciser au fin du compte-rendu que 2 références ont été utilisées. Il s'agit du rapport de mission criminalistique qui a été présenté à la Chambre en application de paragraphe 43 de la décision 629. La référence correspond donc à la cote de 0073 0906 à 0908. Et c'est précisément à la page 0911. Il s'agit des questions qui concernaient les sites qui n'ont pas permis de tirer des conclusions catégoriques. Et si nous regardons la question des visites au camp commando, j'aimerais donner la référence suivante 0073 0931 0935 et encore une fois 0073 0906 à la page 09 09 et 0910.
Pardon, la première référence était la suivante. Le président, est-ce que vous pourriez ralentir? L'interprète de la cabine française signale qu'il est impossible de retenir ces informations à cette vitesse. Monsieur Garcia, poursuivons. Et le juge président interrompant. Veuillez recommencer depuis le début parce que nous ne savons pas où vous en êtes maintenant. Monsieur Jacobs. L'exercice, c'est le moment du réexamen. Le procureur pourra toujours donner ces informations dans ses soumissions finales, plutôt que de donner s'il a des précisions à apporter, mais je ne vois pas en quoi ça a rapport avec l'exercice du réexamen, là tout de suite. Merci. They are just references. Monsieur Garcia, il s'agit simplement de références à l'intention des juges de la Chambre. Le juge président, veuillez parler plus lentement, s'il vous plaît, et ne parlez pas en même temps. Allez, recommencez. Depuis le début, car j'ai envie de comprendre. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, les références sont les suivantes. Le juge président, de quoi s'agit-il, Monsieur Garcia? Il s'agit des références qui ont été évoquées pour ceux qui décident qu'ils n'ont pas été concluants, qui ne sont pas mentionnés dans le rapport, mais qui figurent dans nos rapports, le rapport de mission notamment. Il y a des indications concernant ce qui s'est passé, et c'est à l'intention des juges de la Chambre et des parties, pour que nous puissions y faire référence plus tard. La première référence est 0073 0906. Il s'agit du rapport de mission criminalistique qui a été présenté et versé au dossier en application du paragraphe 43, décision 629. Et j'attire l'attention de la Chambre sur la page 0908 à cet égard et 0073 0906 à la page 0911. Le juge président. Vous êtes en train de parler des rapports relatifs aux photographies et des rapports au rapport de mission du bureau du procureur, Monsieur Garcia, c'est exact, le président, du 2 février 2015. Et je ne vais pas citer le nom. Just for the... Monsieur Garcia, pour ce qui est du rapport CIVOTP 0073 0906, il s'agit de 30 janvier 2015. Et ce sont donc les références que je viens de donner. Pour ce qui concerne l'autre rapport de mission CIVOTP 0073 0931, ce rapport est daté du 2 février 2015. Et les références qui sont importantes sont à la page 0073 0931 à 935 et à 0073 0906. Le président, pourquoi est-ce que vous nous donnez tout cela? Il s'agit de deux rapports. Point final. Monsieur Garcia, effectivement, deux rapports, deux références à ces rapports. Le président. Mais vous n'avez pas de questions supplémentaires à poser. Monsieur Garcia, non, aucune question supplémentaire. Le président, très bien. Très bien. Monsieur Fitzgerald Finch, votre déposition est terminée. Je vous remercie d'être venu et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Vous n'avez pas à parcourir une très longue distance comparé à d'autres témoins qui ont comparé devant nous, mais quoi qu'il en soit, bon retour chez vous. Le témoin, merci Monsieur le Président. Le Président, c'est moi qui vous remercie. Now, just two things. Le Président, deux choses. Enfin, d'abord, pour votre gouverne, sachez que mardi 6, la semaine prochaine, nous n'aurons plus de volet d'audience le matin, parce que le volet d'audience de l'après-midi, correction de l'interprète, jeudi 6. Donc, la salle d'audience sera occupée par une autre chambre. Et nous aurons deux volets d'audience le matin et nous aurons des mesures de protection en salle d'audience demandées pour le témoin 706, ou plutôt 607, dit le président. La décision sera rendue lundi matin, immédiatement avant le début de la déposition du témoin. Merci beaucoup. L'audience est levée et nous allons reprendre lundi à 9h30. For your information, courtroom